Alors s'installe à la table des experts Sophie Roni, élue députée fédérale des filles, bonjour. Bonjour. Et Victoria Ostrade, élue députée bruxelloise d'Ir Animal, bonjour. Bonjour. Deux invités nouvelles. Sophie Roni, on la voyait déjà beaucoup dans le milieu politique, puisqu'elle travaillait au groupe des filles à la Chambre. Par contre, Victoria Ostrade, c'est vraiment une nouvelle venue, puisqu'on l'a découverte il y a quelques semaines, pendant la campagne, puisqu'on ne savait pas ce que Dir Animal allait faire comme score. Alors tout d'abord, je voudrais avoir juste une petite impression personnelle là-dessus. Victoria Ostrade, vous vivez une semaine de médiatisation un peu folle. Oui, comment ça se passe ? Ça se passe. C'est compliqué. Je ne suis pas évidemment habituée à ça, mais je m'adapte. Oui, vous êtes juriste, vous êtes avocate, pas votre formation de faire du média. Non. Mais vous êtes juriste aussi, vous, Sophie Roni, mais vous avez un peu plus l'habitude. Hein ? Oui, mais je pense que je ne suis pas plus formée aux médias que cela. Mais effectivement, je pense que c'est important aussi de donner un signal en matière de renouveau politique, tant en matière d'idées qu'en matière d'élus. Et donc, je pense que nos deux personnalités participent à ce mouvement. Eh bien, on verra. On en parlera avec vous sur différents sujets. Tout d'abord, revenons au sujet de départ, sur les majorités à venir. Sophie Roni, je commence par vous. Vous voyez comment ces nouvelles majorités, à la fois au fédéral et à Bruxelles ? Alors beaucoup disent que la situation est inextricable, je ne le pense pas. Je pense qu'il ne faut pas pratiquer la politique du pire, je pense qu'il faut laisser la chance aux négociations. Il y a deux informateurs qui ont été nommés, je pense qu'il faut laisser du temps au temps, tout en prenant aussi le temps d'avancer dans les négociations au niveau régional. Je pense que certes il y a un signal qui a été donné au nord du pays, mais aussi il y a un signal qui a été donné au niveau de Bruxelles et en Wallonie, et je pense qu'il faut pouvoir vraiment écouter le signal qui a été donné par ces électeurs. Est-ce qu'il faut négocier en même temps, fédéral et régional, ou est-ce que chacun doit garder son rythme ? Parce que le roi a quand même demandé qu'on fasse le lien entre tout cela. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, les majorités asymétriques d'un niveau de pouvoir à un autre peuvent empêcher de prendre des politiques volontaristes en matière notamment de climat, on l'a vu. Mais je pense qu'il faut respecter surtout le choix qui a été donné par l'électeur et respecter les gagnants et perdants qui en sont ressortis des élections dimanche. Alors vous, Victoria Ostrade, comment vous voyez ça? Vous êtes un peu je ne sais pas si vous pensez participer à un des gouvernements, si vous allez être reçu à Bruxelles, par exemple, pour entrer dans le gouvernement bruxellois. Mais comment vous voyez ça de l'extérieur? Vraiment de l'extérieur, parce que moi je suis vraiment toute nouvelle en politique. J'avoue que je me suis jamais intéressée à la politique avant de rentrer dans Dir Animal, donc tout ça est vraiment très nouveau pour moi. Mais oui, effectivement. Et ça vous semble très compliqué, trop compliqué Non, ça me semble pas trop compliqué. Je pense qu'effectivement, avec le temps, un gouvernement va se former et qu'il faut respecter effectivement les votes des citoyens. Oui, mais est-ce que donc Dir Animal doit se retrouver dans un gouvernement, par exemple? Avec un siège, toujours possible. Hein. On voit ça dans des majorités dans les conseils communaux. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans les gouvernements régionaux? J'imagine que c'est potentiellement possible, mais je ne pense pas que ça se... je pense qu'ils trouveront une autre solution. Vous n'êtes pas demandeur. Oui, bien sûr qu'on est demandeur. Voilà un scoop. Dir Animal est demandeur. Est-ce que des filles désirent être, outre la région, être à d'autres niveaux de pouvoir? Fédération Wallonie-Bruxelles, je suppose? Oui, bien sûr. Par contre, nous, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Il faut bien sûr voir pour quel accord de gouvernement on monterait. Il est certain qu'au niveau bruxellois, on a engrangé de très bons résultats avec l'action de Didier Gossuin, avec l'action de Cécile Jodonne, notamment en matière de formation et de chômage des jeunes. On a quand même réduit le chômage des jeunes à un niveau jamais égalé depuis 1990. Donc si on peut poursuivre ce travail, évidemment qu'on irait. Mais au niveau fédéral, on voit que c'est très très compliqué. Et effectivement, on a posé des exclusives qui font que ça risquerait d'être compliqué pour nous de montrer dans un... À part la NVA, je veux dire. Donc, le cordon sanitaire à l'égard du Vlaams-Belang, c'est certain. Oui. NVA, parce qu'on ne veut pas leur permettre de poursuivre leur travail de sable des institutions fédérales et de faire notre État fédéral une coquille vide. Et puis aussi le PTB. Parce que le PTB, c'est pour nous, ça reste un parti qui est populiste et qui surfe sur les frustrations et la colère des citoyens. Et je
ne pense pas que c'est ça que les citoyens attendent d'un parti qui est appelé à exercer des responsabilités. Alors je voudrais vous montrer 2 images parce que ce qui s'est passé cette semaine, eh bien, ça donne des idées en bande dessinée. Et alors Dubus, par exemple, a dessiné une version de Jean et Pierre Louis où il raconte que le pays est maudit et on voit effectivement les 2 informateurs avec le roi qui se balade dans le pays maudit. Et Vado, lui, reprend le dernier pharaon qui s'appelle Le Dernier Roi des Belges. Donc, et cet album des aventures de Blick et Mortimer, le roi se retrouve un peu seul. Donc c'est une manière aussi de voir les choses, Karim Fadou. Oui, comment est-ce qu'on peut créer, on va parler de symétrie entre les différents gouvernements à différents niveaux de pouvoir, comment peut-on assurer une symétrie, notamment au niveau de la région bruxelloise? Alors la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça peut le faire, mais avec la région wallonne par exemple, où on voit très bien que Défi n'a pas de véritable existence, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Défi puisse participer à plusieurs majorités si on veut justement assurer cette symétrie? La symétrie, elle est idéale. Je n'ai pas dit qu'on y arriverait pour autant. Mais donc ça peut être excluant, c'est ça que je veux dire. C'est que si on ne peut pas faire une symétrie avec Défi, tant au niveau de la région bruxelloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région wallonne, il faudra se tourner peut-être vers un autre parti qui est présent écolo, partout. puisque visiblement on va faire ça, devra se tourner vers un troisième autre parti, qui serait à ce moment-là peut-être un parti perdant. Oui, bien sûr. Mais déjà, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous, ce qu'on a toujours plaidé, c'est justement de composer le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les ministres tant de la région wallonne que de la région bruxelloise. Et je pense que la symétrie, on pourrait y accéder déjà par ce biais-là. Non, parce que, bien sûr, mais nous, on a vraiment eu un programme très, très ambitieux en matière d'enseignement, tant au niveau fédéral, puisqu'il y a notamment la question de l'obligation scolaire, par exemple, qu'au niveau, évidemment, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a Joëlle Maison, qui est une députée, qui a toujours suivi avec grande attention cette thématique. Et donc oui, je pense qu'on est vraiment un parti sérieux et crédible pour pouvoir monter dans Victoria une Austra, majorité. Très important, il faut parler des autres dans un parti. Il faut dire du bien de Joëlle Maison et de Didier Gauzoin. Ça, c'est vraiment les 2 points les plus importants. Elle est seule élue. Oui, bien sûr, pour Victoria, ce sera plus difficile. Mais, en sortant de cette histoire, alors on a beaucoup parlé de confédéralisme aussi cette semaine à cause des déclarations de la NVA. Est-ce que chez vous, chez Dire Animal, c'est quelque chose qui vous parle de dire la structure de notre pays doit changer? Est-ce que c'est quelque chose d'important chez vous? Est-ce que vous y avez réfléchi? Chez nous, en fait, on est carrément à l'inverse de ça, parce qu'on est le seul parti qui est totalement bilingue, voire même trilingue, parce qu'on a eu même un élu en région germanophone. On est complètement unifié. Notre vision des choses, c'est que la Belgique doit rester le pays qu'il est et qu'on ne veut vraiment pas avancer vers pas de nouvelles réformes constitutionnelles. Non. Alors, on a posé la question à Mark Eskens, parce que Bart de Wever avait déclaré « Ce pays est mûr pour le confédéralisme, la Flandre vote à droite, la Wallonie penche à gauche ». Alors, voici la réponse de Mark Eskens. C'est ridicule. En Allemagne, il y a des Länder qui votent à gauche et d'autres à droite. Ce n'est pas une raison pour les séparer. Le confédéralisme ne peut pas marcher en Belgique. Cela signifie 3 mini-États qui fonctionnent comme le Benelux. Alors qu'est-ce qu'on va faire de Bruxelles, la capitale de l'Europe, de la dette publique, de la sécurité sociale, etc. C'est faire miroiter des choses qui n'existent pas. On ne résoudra pas les problèmes comme cela, dit Mark Eskens. Sophie Raoni, il pourrait venir chez Défi. Mais oui, ça me fait très très plaisir ce genre de propos, surtout de la part du CDNV qui a quand même été en son temps en cartel avec la NVA, et donc de voir un parti et un homme politique éminent comme celui-là. Du CDNV, c'est la Belgique de papa aussi. Oui. Voilà, mais je veux dire, une figure comme celle-là qui s'exprime en ces termes, je pense que c'est tout à fait positif. Et oui, le confédéralisme, et la NVA ne s'en est jamais caché, ça n'est qu'une étape vers le séparatisme, avec un État flamand, en tout cas oui, un État flamand qui aurait pour Bruxelles capitale, donc qui nierait l'existence même de la région bruxelloise, et donc pour le parti des filles, bien évidemment, c'est inacceptable. Mais ce qu'il dit aussi, ce qu'il sous-entend aussi, c'est que dans une fédération, ce qui est logique, c'est que justement chaque gouvernement ait ses couleurs à lui, dans chaque région. Mais c'est le principe de l'autonomie de la région, et donc je pense que c'est important de pouvoir le reconnaître, oui, absolument. Pas nécessairement de symétrie, c'est ça que Marcel voulait dire. Mais est-ce que ce confédéralisme, on a l'impression que certains disaient, ben oui, finalement, pourquoi pas, on en a marre de ces Flamands
on doit faire le confédéralisme. On a entendu un peu ça en début de semaine. Est-ce que vous croyez que c'est une impression qui va rester chez les francophones ou en tout cas, pour notre parti, faut voir aussi si on va être consulté dans le cadre de négociations au fédéral. On n'est pas du tout demandeur du confédéralisme, mais par contre, il faut quand même que les partis francophones arrêtent à chaque fois dans une position attentiste où à chaque fois on travaille à des compensations et on finit par marcher à reculons parce qu'on n'a pas préparé, de stratégie. Je tiens quand même à rappeler que lors de la 6e réforme de l'État, on a été le seul parti justement à la refuser et que c'est notamment ce qui a fait qu'on a dû se détacher du MR parce qu'on avait un accord pour aller vers la scission de BHV, moyennant l'élargissement de la région bruxelloise aussi comme une facilité, ils ne l'ont pas respecté et donc pour nous il fallait donner un signal. Maintenant, en termes justement de stratégie, est-ce qu'il y a un appel que DEFI fait au président du parti le plus important de la fédération, c'est-à-dire Elio Di Rupo, de mettre ensemble tous les partis francophones pour avoir un front des francophones? Bien sûr, j'aime pas le mot front des francophones. Ça vous rappelle le FDR? Notamment. Jean-Jacques, là, vous exagérez, ils viennent de quitter l'idée du... Non, mais je pense que c'est important, effectivement, que les francophones soient lucides, soient réalistes et se mettent ensemble et élaborent une stratégie, même si le but, bien évidemment, c'est de ne pas avancer vers le confédéralisme. Mais c'est pour ça qu'on s'appelle DEFI. Il y a le F de fédéralisme pour dire vraiment qu'il faut notamment une fédération Wallonie-Bruxelles qui soit forte. Karim Fadoul, un dernier mot là-dessus. Il y a quand même un constat qui est évident et de plus en plus évident au fil des élections, c'est qu'on a quand même deux opinions publiques différentes au nord du pays, au sud du pays. On a souvent parlé de deux démocraties différentes. Quelque part, quand Bart De Wever parle que les conditions sont là pour mettre en place le confédéralisme, c'est parce que visiblement on a deux partis dans le pays qui ne se parlent plus, tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la population. Est-ce que ce constat-là aussi vous le faites? Mais c'est pas une question de mot politique, hein, c'est vraiment, voilà, est-ce qu'il faut parfois se rendre un peu à l'évidence, quoi. Alors, on va peut-être demander à Victoria Ostrat, au sein de Dire Animal, quand les francophones et les néerlandophones se parlent, est-ce que vous avez l'impression que les opinions sont différentes? Non, absolument pas. En fait, on est tous regroupés, évidemment, pour la cause animale, la cause environnementale. Donc, on partage ça en commun et toutes nos réunions se font en bilingue. Je sais pas, il y en a pas certains qui sont plus durs que d'autres. On a vu les problèmes à Bruxelles, par exemple, sur l'abattage sans étourdissement. On a vu que tout le monde n'avait pas le même avis. Les Wallons et les Flamands n'avaient pas le même avis que les Bruxellois. Mais chez vous, tout le monde est sur la même ligne? Oui, c'est ça qui est marrant chez Dire Animal, c'est qu'on est vraiment... Il n'y a plus de séparation, en fait. On a tous le même avis, on est tous d'accord avec le programme. Et, écoutez, c'est merveilleux. Non, mais peut-être que c'est un thème sur lequel vous êtes tous d'accord. Il y a peut-être d'autres thèmes où vous serez peut-être moins d'accord. Il n'y a même pas un Yorkshire nationaliste. Alors, je vous propose de passer maintenant aux gagnants et aux perdants de ces élections. Les nouveaux élus, les nouveaux arrivés. On va aussi parler des nouveaux partis, dans tous les sens du terme. Portrait croisé de deux nouvelles élues bruxelloises, Marie-Noëlle Dinan et Charles Carpro. J'ai 27 ans. Donc j'ai 25 ans. Gladys Casadi et Marie Lecoq font partie des plus jeunes élus au Parlement bruxellois. Et la jeunesse n'est pas leur seul point commun. Pour Marie, le goût de l'écologie politique est arrivé très tôt sur les bancs de l'école. Cet engagement-là, je l'ai commencé vraiment très tôt quand j'étais à l'école secondaire, plutôt pour Oxfam, dans les questions altermondialistes. Et puis, ça m'est venu assez vite, en fait, au niveau politique, puisque en 2012, j'ai été tête de liste pour les élections communales à Rochefort, là d'où je viens, dans le fond de la province de Namur. Chargée de campagne pour le CNCD, c'est le travail qui amène la jeune femme à Bruxelles. Tout comme elle, Gladys Casadi découvre l'engagement politique pendant ses études. À mon entrée à l'université, où j'ai décidé en fait qu'on devait être là où les décisions étaient prises si on voulait être acteur de changement. Et donc c'est de là que ça a commencé, où je me suis investie de manière très active au sein de la mouvance étudiante liée aux UNCDH qui se trouvaient dans les différents campus. Gladys est elle aussi entrée en politique par la voie locale. Élue conseillère communale à Berchem-Saint-Agathe lors des dernières élections, la Berchemoise a décidé de cumuler les fonctions. Autre point commun entre les deux jeunes députés, le travail ne leur fait pas peur. Il y a la question aussi de l'entrepreneuriat que j'aimerais pouvoir toucher, la question de l'enseignement également, de l'éducation, de la jeunesse et de l'aide aux personnes.
Toutes les questions qui sont liées à la migration, on a en tête la situation qu'il y avait au parc Maximilien et puis qu'il y a eu à la gare du Nord. Il y a vraiment des compétences de la région qui peuvent être mobilisées pour ça. Et leur jeunesse, c'est selon elle un véritable atout. C'est vraiment intéressant de ce que ça dit comme démocratie nouvelle aussi, comment des jeunes peuvent maintenant commencer à se représenter dans ces fonctions-là. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que c'est le message de l'électeur, c'est qu'il veut du changement, il veut une nouvelle génération aussi qui arrive, et c'est très bien, donc on va pouvoir amener un peu de fraîcheur et du dynamisme au sein de ce Parlement. Et toutes les deux seront également attentives à la question des femmes. Elles ont hâte de prêter serment. Beaucoup de nouveaux élus alors, Karim Faddoul. Oui, quelques nouveaux élus. Moi, je voulais aussi m'attarder sur ces partis. D'abord, ceux qui arrivent. Hein. Donc, on a parlé d'Agora, on a parlé de Dire Animal, de nouveaux élus au sein des partis plus traditionnels. Mais je voulais aussi évoquer ces non-élus dont on aurait pu penser qu'ils auraient pu envoyer des élus. Les listes de Stex, par exemple, avec un nom comme de Stex, ça n'a pas fonctionné tant à la Chambre qu'au niveau de la région bruxelloise avec Claude Modiquet, tête de liste. Ils auraient fait un groupe technique avec le PTB. Ils auraient pu faire un groupe, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a réussi à d'autres, à Dire Animal, qui a son élu. Ils se sont annulés. Ils se sont annulés, mais ça a été annoncé déjà dès le départ. Hein. Il y avait l'intention justement de faire un regroupement de liste par rapport à ça. Le PP, on l'a dit, qui fait quand même 6600 voix au total sur la liste, mais qui a 0 élu. Le parti Biwan d'Abou Jaja, qui à un moment donné a aussi acquis une certaine popularité à un moment donné, qui était plus dans une liste alternative, qui recherchait un électorat plus alternatif, plutôt issu des minorités, ça n'a pas fonctionné. La liste Ils n'étaient pas loin de réussir. La liste Act Salem avec des anciens du parti islam, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc comme quoi, c'est difficile de faire émerger de nouveaux partis. Je pensais notamment à Pro-Bruxelles qui s'est aussi présenté à plusieurs élections, qui ne s'est pas présenté cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Mais ils avaient un élu qu'ils soutenaient sur la liste écolo qui n'a pas été élu. Donc c'est un échec pour eux aussi. Prenons par exemple Nation aussi, c'est l'extrême droite, qu'on a connu aussi ici chez nous à Bruxelles, qui s'est présenté à plusieurs élections, pas cette fois-ci, et qui n'a jamais eu d'élu. Donc comme quoi c'est pas aussi évident que de pouvoir amener des élus au sein d'une assemblée qui est plus locale. C'est pas un parlement fédéral, c'est une assemblée beaucoup plus grande. On dit souvent que le parlement bruxellois est un grand conseil communal, mais c'est pas aussi évident. Et pourtant ça marche, mais on ne s'y attendait pas. Dire Animal, qui aurait pu parier sur... Mais vous y avez cru en fait. Vous avez cru au groupe technique, au fait de vous allier avec d'autres partis pour pouvoir passer ce seuil des 5%. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Bah oui, c'est une course d'obstacles pour un nouveau parti, c'est vraiment très très compliqué, donc c'est vraiment pas étonnant que les petits partis n'y parviennent pas, parce que c'est vraiment très compliqué, on n'a pas de visibilité dans les médias, bon à part chez vous, je vous remercie, mais même pour les affiches sur les panneaux électoraux, c'est compliqué, il faut se battre pour tout en fait. D'accord, mais il y a quand même 2 petits partis qui sont arrivés à placer des députés, il y a vous et il y a Agora, ce qui est quand même pas si mal, même par rapport aux précédentes élections. Oui, Agora du côté néerlandophone et vous du côté francophone. Marcel, vous voulez vous poser une question? Oui, je voulais poser une question un peu difficile. Donc, vous avez été élu grâce au groupe technique avec le PTB. Oui. Or, le PTB... Et plan B. Oui. Mais le PTB est pour l'abattage sans étourdissement. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème, ou est-ce que c'est purement, vous arrivez à vous dire, c'est purement technique, ou quand même Oui, en fait, c'est purement technique. Le nom l'indique bien, c'est un groupement technique, donc c'est pour atteindre 5% à plusieurs. Oui, je comprends bien. Donc, mais si on n'avait pas eu d'élus, effectivement, ça aurait permis au PTB d'avoir un élu en plus. Ah, c'est bien. Très bonne réponse. Mais je suis objective. Mais bon, elle est plus stratégique que vous. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, moi je voulais réagir en fait par rapport aux nouveaux élus. Déjà, je suis très heureuse de voir sur le reportage que ce sont des femmes, parce qu'en termes de progression, la progression des femmes pour ces élections est assez lente. Il n'y a que 17 élus en plus. Donc ça, c'est assez étonnant, parce que quand on voit les affiches, il n'y a jamais eu autant de femmes qui ont fait campagne. 50%. Voilà, de visibilité. Et à l'issue, ça progresse encore lentement. Autre fait marquant, c'est l'émergence des jeunes. Ce qui est assez intéressant de voir parmi les élus, on l'a vu, Gladys Kazadi, qui est quand même jeune, mais qui a quand même un passé assez actif. Conseillère communale sortante, d'ailleurs. Voilà. Il y en a d'autres. On a les LAGIC PS à Molenbeek. C'est assez intéressant donc, de pouvoir les voir entrer. Pour Marie Lecoq, je pense, tout en ayant fait, bien sûr, tout en saluant, je dirais, ce qu'elle a dû faire, à Écolo, ils ont aussi bénéficié, je dirais, de cette vague verte qui a submergé le pays face à l'indignation collective et la prise de conscience en ce qui concerne les enjeux climatiques.
Et alors, il y a un cas chez des filles, Ariane Delobkovitch, qui est une fille de gens qui étaient dans la politique en plus. Alors, Sophie Réauny, comment vous voyez ces nouveaux arrivants arriver ? Je le vois évidemment d'un très 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 bon œil, parce que c'est vrai qu'en campagne, je ne cessais d'entendre, dès le moment où je mettais ma casquette politique, parce qu'avant j'étais dans l'associatif et par conséquent j'étais plutôt bien vue, mais dès le moment où j'ai eu une casquette politique, on a cessé de me dire mais c'est toujours les mêmes, vous êtes tous des pourris, etc. Donc il y a vraiment une vraie attente du citoyen d'avoir un renouveau, d'avoir effectivement plus de femmes. J'ai entendu énormément de femmes me dire qu'elles voteraient femmes, pas parce qu'elles sont uniquement femmes, mais aussi parce qu'elles portent un projet, parce qu'elles portent un projet de société qui est vraiment progressiste. Il y a aussi des femmes qui l'ont montré pendant la législature passée, qui ne sont pas progressistes, comme il y a des hommes qui sont extrêmement féministes et qui ont vraiment fait avancer la cause des femmes, notamment Olivier Minguin, en déposant le premier un texte pour sortir l'IVG du code pénal. Donc c'est un homme qui l'a fait avec Véronique Capras, bien évidemment. Mais donc je pense que c'est vraiment sain dans une démocratie d'avoir une assemblée qui est représentative de tous les citoyens, de tous les âges, de toutes les couches socio-économiques aussi. Et donc je pense qu'on a avancé en tout cas d'un bon pas lors de ces élections. Et Victoria Ostrade, de votre côté, vous, comment ça s'est fait cette liste? On s'est dit on va mettre une jeune femme devant parce qu'il faut plus de femmes et plus de jeunes sur la liste d'Iranimal. Mais en fait, chez nous, encore une fois, c'était l'inverse que dans les autres partis. On avait des difficultés pour trouver des hommes, pour trouver assez d'hommes pour respecter la parité. C'est l'inverse des autres partis. Oui. Si on avait su. C'est un parti plus féminin. Oui. Sophie Réauny, c'était pas évident votre challenge à la Chambre parce que effectivement Olivier Minguin n'était plus là, il y avait vous et François De Smet, c'était pas évident. D'ailleurs, des filles un petit peu moins bien scorées à la Chambre qu'à la région. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné en disant il n'y aura peut-être pas de députés? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on annonçait à l'issue du premier sondage il y a un mois et demi. Et donc c'est vrai que j'ai eu peur, effectivement. Ouais. J'ai eu peur pour moi, mais j'ai eu peur surtout pour le parti, parce que c'était important de conserver nos deux élus. On partait avec un certain handicap, à savoir qu'on avait annoncé la couleur, qu'on appliquerait le décumul intégral. On était le seul à l'avoir annoncé de manière claire, à savoir qu'on serait soit bourgmestre ou échevin, soit député. Monsieur Minguin a fait son choix. On avait aussi Didier Gossuin qui était... le choix de Bernard Didier Gossuin qui était sur le départ aussi. Oui. Et donc c'est vrai que tant à la région qu'au niveau fédéral, on perdait vraiment notre grosse locomotive en matière de voix. Et je pense que malgré tout, on s'en est bien sorti. On est aussi le seul parti issu d'un gouvernement qui n'a pas été lourdement sanctionné. On a vu que le PS a perdu 5% à Bruxelles, le MR a perdu 6%, et nous, on a perdu moins d'1%. Donc je pense qu'on a quand même limité la casse. Karim Fadoul, pour terminer là-dessus. Oui, une petite question de Mme Ostrade. Deux petites questions. Premièrement, comment allez-vous faire pour exister dans ce Parlement, toute seule, isolée? Et ma deuxième question, c'est quelle est votre politique au sein de votre formation politique au niveau des indemnités parlementaires? Est-ce que c'est comme au PTB, on reverse tout et puis le PTB nous renvoie 1 700 € plus ou moins? Enfin, comment ça se passe? Parce qu'il y a une règle interne en fait. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe, oui. Pour la première question, on a vu dans les programmes politiques des autres partis que la question animale était bien présente lors de cette campagne électorale. Donc je pense que je n'aurai pas de difficulté à rencontrer des amis. Et j'espère Donc vous allez déposer des textes et essayer de trouver d'autres personnes dans d'autres partis pour les co-signer avec vous. C'est ça finalement. Et alors sur la deuxième partie, la deuxième question, les indemnités, comment vous allez faire? On est encore en train d'en parler en fait. On n'a pas il n'y a rien qui est fixé. Non, il n'y a rien qui est fixé pour l'instant. Mais on est plutôt sur l'idée d'une redistribution vers le parti ou Oui, pas? bien sûr. Et il faut savoir à quel niveau. Entre 20 et 30%. Entre 20 et chez des filles? Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée parce que j'atterris encore des résultats. Je ne suis pas encore préoccupée de savoir combien j'allais gagner, combien j'allais reverser. Bien évidemment, il y a une partie, je ne me souviens plus du pourcentage, qui est reversé au parti. Et puis on avait aussi déposé un texte pour limiter l'indemnité parlementaire. Bon, ça c'est donc un autre problème. C'était pas un piège, on ne voulait pas savoir exactement, mais on reviendra avec cette question une fois qu'on saura précisément et on le dira. Alors, il y a aussi évidemment ce choc dans le nord du pays, le choc du dimanche noir, dimanche même jaune et noir avec le Vlaams-Belang. Alors, parti raciste ou non, parti sexiste, avec ou sans cordon sanitaire, en tout cas un parti qui a fait trembler. Reportage Cyprien Demont.
Leur bureau se trouve ici sur la place Madou. La salle de presse est plutôt pensée pour un petit parti. Mais depuis hier soir, le Vlaams Belang pèse bien plus lourd dans la balance. Conséquence, les journalistes sont un peu les uns sur les autres pour entendre cette très courte déclaration. 4 minutes à peine pour insister sur ce point. Le parti est entré dans une nouvelle ère. Le nouveau Vlaams Belang, c'est un parti qui ne ferme pas la porte. Nous n'irons pas d'office sur les bancs de l'opposition. On a désormais un comité de négociation avec un esprit ouvert et nous regardons les initiatives que le plus gros parti prendra, c'est-à-dire celui de Bart De Wever. Car c'est bien lui qui a la main, et si le président du Belang avait annoncé qu'il présenterait ses priorités ce matin, il ne l'a pas fait sous les conseils avisés de Bart De Wever. Des priorités, ce n'est pas un bon début. Nous ne négocions pas avec la presse, nous verrons ça ensemble. En attendant, le Vlaams Belang, victorieux hier soir, a demandé de couper le cordon sanitaire et n'hésite pas non plus à se montrer très impliqué dans le discours communautaire. Dans ce pays, il y a 2 démocraties. Les Wallons ont choisi la gauche et l'extrême gauche, et les Flamands ont choisi la droite et une politique migratoire plus critique. Je propose que ces 2 parties du pays puissent suivre leur propre chemin. On verra ça après les négociations. La NVA reste premier parti mais recule, tandis que le Vlaams Belang passe de 3 à 15 sièges à la Chambre et de 6 à 23 sièges au Parlement flamand. À Bruxelles, l'extrême droite n'a pas percé. On avait espéré mieux, mais les circonstances sont tellement difficiles ici à cause des institutions bruxelloises. Nous y sommes représentés avec un parlementaire, mais vous n'êtes pas encore débarrassé de nous à Bruxelles. La vague noire touche donc la Flandre et par conséquent la Chambre. Autre leçon à retenir, au lendemain de la victoire, les extrémistes flamands n'ont pas vraiment d'autre choix que de donner la main aux nationalistes. Alors Marcel Sell, on n'en a pas fini avec eux à Bruxelles, hein. C'est ça que le Vlaams Belang dit, même s'ils n'ont pas fait un score extraordinaire. Oui, mais à Bruxelles, je l'ai proposé, donc, et j'ai vu que beaucoup de gens l'ont fait, c'est de voter flamand pour contrer justement la NVA et le Vlaams Belang. Donc c'est grâce à vous que 20 000 non, personnes j'ai pas dit ça du voté flamand. J'ai pas dit ça. Mais vous avez participé. Je dis, j'ai été parmi ceux qui l'ont proposé. Il y a eu des Sinardais aussi, il y en a eu quelques-uns. Et donc voilà, et je pense que c'est important de le faire. Moi, je le fais systématiquement depuis déjà pas mal d'années. Donc, alors on dit qu'il y a un retour du Vlaams Belang. Moi j'ai quand même été regardé parce que ça me semblait pas tout à fait juste. Je suis un peu ce parti depuis quelques années et en fait il y a juste une absence en 2014 où ils ont eu un creux. Ils étaient la NVA 17... leur a pris beaucoup de Oui, mais ils étaient 12 en 2010, 17 en 2007, 18 en 2003, 15 en 99, 11 en 95, 12 en 91. Donc c'est un parti qui a toujours une relative importance en Flandre et à un moment donné la NVA est arrivée avec un meilleur récit, un meilleur storytelling, comme on dit. Ils sont arrivés à proposer un nationalisme identitaire, mais pas raciste, malgré quelques déclarations qui le sont franchement. Mais disons que sur le fond, ils disent tout le monde peut devenir flamand, c'est pas une question de génétique ou quoi, alors que le Vlaams Belang, lui, a parlé de génétique dans plusieurs de ses publications. En l'évoquant. Donc quoi, on fait du catastrophisme en mettant en avant la hausse du Vlaams Belang ? Non, j'ai pas dit ça. Je dis que on l'a déjà vécu. On connaît le problème. Et chaque année, on revient avec les mêmes trucs. C'est à cause des éditorialistes flamands, c'est à cause des médias flamands, c'est les Flamands qui sont racistes, etc. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience que ce qui se passe simplement, c'est que les 20 à 30% de gens qui, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, ont tendance à voter sur la peur, ont été activés depuis tant d'années sur cette peur, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, que si un jour pourquoi ça n'a pas fonctionné à Bruxelles, par exemple? Le Vlaams Belang a connu jusqu'à 6 députés à Bruxelles. Oui, parce qu'il y avait beaucoup, à un moment donné, il y a beaucoup de francophones qui votaient pour le Vlaams Belang. Qui votent les peureux à Bruxelles? Les peureux, ils votent pour qui à Bruxelles? Peut-être qu'il y a tellement l'offre est tellement large à Bruxelles qui n'est pas le cas ailleurs. Non, attention. Ce qu'on sait, c'est que le Vlaams Belang, ce sont plutôt des gens qui ne vivent justement pas dans des sociétés multiculturelles, qui votent, qui ont peur des autres cultures. Ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. Quand on y vit, ça pose aucun problème.
Oui, alors l'analyse que je fais, moi, je trouve que c'est une victoire inattendue, certes, mais pas surprenante. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'au fil de ces années, le Vlaams Belang a quand même fait un effort en termes de communication. Même en ce qui concerne la campagne, c'est quand même un des partis, ce parti d'extrême droite, et celui qui a dépensé le plus avec le déploiement qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Un quotidien belge a d'ailleurs évoqué des chiffres assez insolents, tels que 400 000 € dépensés pour la communication, pour faire la promotion de leurs vidéos et posts électoraux. Je rejoins légèrement ce que dit Marcel, en sachant qu'en période de compétition politique, c'est vrai que les partis qui surfent sur les peurs et pas sur ce qui rassemble, en général, sont plus mis en avant. C'est comme ça. Et c'est pour ça que leur communication est souvent fondée sur les peurs et sur le crâne. Maintenant, je trouve qu'il est nécessaire de rappeler pourquoi des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander le maintien de ce cordon sanitaire. C'est que le Vlaams Belang, c'est quand même le fils du Vlaams Blok. Donc le Vlaams Blok a été condamné pour racisme. C'est important de le souligner pour ces générations qui ne comprennent peut-être pas pourquoi il y a autant de voix qui s'élèvent pour réclamer le cordon sanitaire. Il y a également tout un travail qui a été fait pour rajeunir et lisser le parti. Leur président a un physique agréable, c'est un professionnel du marketing, il donne une image différente, il s'entoure de jeunes, visiblement ça parle aussi aux jeunes, telles que des associations flamingandes comme Skilde Vrienden, qui les suivent et qui les soutiennent. Et je pense que ça explique. Mais de là à s'imaginer qu'on est proche du Vlamxit, en référence au Brexit, je pense qu'on n'en est pas encore là. Oui. Sophie Roni, est-ce que c'est un parti raciste, comme Loretta Onkelings l'a dit? Attention, parce que les procès si on le dit tous, on risque plus rien. Oui, non, mais je l'ai déjà dit, donc j'ai aucun problème à le redire. Oui, c'est un parti qui a déjà eu des propos racistes, qui, comme vous l'avez très justement rappelé, a déjà été condamné pour incitation à la haine. Certes, ils ont retravaillé leur image, mais sur le fond, sur le programme, ça reste la même chose. C'est la haine à l'égard de tout ce qui n'est pas homme blanc, en fait. C'est à l'égard des juifs, à l'égard des étrangers, à l'égard des homosexuels, à l'égard des femmes. On a vu d'ailleurs qu'ils ont pris une mesure... Flamand, même quand vous dites l'homme blanc, c'est plutôt oui, tout à ce l'égard des francophones. Ils disent du mal des Wallons aussi. Oui, il y a une vidéo totalement scandaleuse qui a été diffusée à l'égard des Wallons, avec vraiment une image totalement caricaturale et dégradante du Wallon. Et c'est vrai que ce n'est pas avec ce genre de parti qu'on parviendrait à travailler et justement à sauvegarder le vivre ensemble. Alors certes, les médias flamands ont une responsabilité puisque le cordon sanitaire médiatique n'existe pas, en Flandre, au contraire de chez nous, fort heureusement. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité, en particulier aussi les partis traditionnels, dans le sens où effectivement on a tardé à se remettre en question, à écouter peut-être davantage les citoyens, à balayer devant notre porte, à ne plus baigner dans des scandales. En tout cas, je parle pour les autres partis. Il y a vraiment un dégoût et un rejet du politique. Et donc, je pense que c'est vraiment urgent pour nous tous de pouvoir leur offrir des mesures concrètes et aussi de faire preuve de pédagogie, de dire que non, l'étranger, il n'y a pas d'appel d'air qui est possible. Tout ce qu'on a pu entendre pendant ces 5 dernières années, on a vraiment légitimé et banalisé un discours d'extrême droite qui a fait finalement le nid du Vlaams Belang. Victoria Ostraat, est-ce que vous, de votre côté, vous faites la même analyse par rapport à cette hausse du Vlaams Belang? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'on disait par rapport au fait que les gens ont une peur maintenant des politiciens. Et je pense que c'est aussi une alarme de dire qu'effectivement, il y a eu tellement de scandales que je pense qu'il y a des votes sanctions, en quelque sorte. Et oui, c'est aux partis qui sont en place depuis toujours de peut-être changer leur façon de faire. Est-ce que vous croyez que vous avez touché un public qui voulait sanctionner, pour certaines raisons, les politiciens? Est-ce que vous en avez profité? Je pense que qu'on a touché un public qui ne votait plus ou qui était, oui, effectivement, peut-être dégoûté de la politique. Oui. Aurore Pénoir, pardon. Ce qu'il y a à se demander, c'est est-ce que finalement c'est un peu une alarme sur la demande de remise en question, parce que quand on se penche sur tant francophone que néerlandophone sur les raisons qui ont poussé ces gens à voter pour le Vlaams Belang, il y a effectivement ce côté où il faudrait qu'on change les choses. Alors c'est bien, maintenant les résultats sont là, on a 5 ans vous avez 5 ans en l'occurrence pour éviter que ce soit pire. Est-ce que on est conscient dans vos partis que finalement vous avez aussi votre carte à jouer? Oui, bien sûr. Quand je parle de remise en question, on est tous logés à la même enseigne, même si on n'a quand même pas baigné dans les scandales, au contraire d'autres. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi ce problème de banalisation de la parole raciste.
à aucun moment le Premier ministre n'a condamné fermement des termes comme opkuisen, donc de nettoyer le parc Maximilien, de nettoyer Molenbeek, termes précisément justement repris aujourd'hui par le Vlaams Belang à l'égard de Bruxelles. Maintenant, ils veulent opkuisen, nettoyer Bruxelles. Je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Dernier mot pour Karim Fadoul. Très rapidement, on parlait tout à l'heure de la manière dont le Vlaams Belang a renouvelé, a rafraîchi son image. Je rappelle quand même que M. Van Grieken a été invité sur un plateau de télévision en Flandre dans une émission pour enfants avec d'autres présidents de partis. Il a dansé une petite danse pour enfants, ça passait, comme on dit chez les jeunes, ça passait crème. Il faut rappeler également que M. Van Grieken, à un moment donné, j'ai cru que lorsqu'il allait être invité au Palais Royal, ça allait mal tourner par la suite, mais finalement, il a été très respectueux aussi des institutions. Il n'a pas rompu le colloque singulier. Il s'est présenté au Palais Royal sans faire d'esclandre. Il a salué le roi, on a pu voir les images. Il l'a salué en arrivant, il l'a salué en repartant. Respectueusement. De manière très, très respectueuse, donc en respectant les institutions et l'institution que représente le roi. Ça veut dire, est-ce qu'il a changé? C'est ça la question. Et c'est l'image qu'il essaie de... Ça, c'est l'image qu'il tente de donner, mais voilà, en tout cas, ça a fonctionné dans le cadre de la campagne électorale. Alors, je vous propose de passer à présent à nos têtes d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actu de la semaine, et vous allez en choisir un ou une et me dire ce que vous avez à dire sur eux. On commence par vous, Sophie Roni. Je vous propose tout d'abord François Weergans, l'écrivain né à Etterbeek, Goncourt et Renaudot à la fois, qui est décédé cette semaine, Albert II, qui a accepté de livrer son ADN, Delphine, mais une autre Delphine Hennen, organisatrice de la course de charité Run for Kick Cancer, ou encore Hergé, dont le buste a été inauguré mercredi à Etterbeek. Alors, qui choisissez-vous parmi tous ces jeunes? François Weergans, Albert II, Delphine Hennen, qui est plus jeune, ou Hergé? Tous jeunes et tous morts. Ah oui, il y a des morts et des jeunes. Beaucoup de morts. Voilà, il y en a deux. Non, je pense que l'initiative de la jeune fille est plutôt à saluer. Ouais. Eh bien, je vais vous passer même un extrait. C'est comme si j'avais prévu que vous alliez le dire. D'accord. Parce qu'elle était avec Angèle et donc elles se sont retrouvées devant une classe et la classe a chanté une chanson d'Angèle. On va écouter quelques mesures. Donc elle est là en train d'écouter sa chanson chantée par les enfants et à côté d'elle c'est donc cette Delphine Hennen qui a lancé cette opération Run to Kick. Alors je vous en propose 4 autres. Victoria, à votre tour, Victoria Ostrade, je vous propose Natacha Régnier, futur héros de l'Homogang, c'est elle qui va présenter l'Homogang dans quelques semaines, Mackenzie Bezos, l'ex-femme du fondateur d'Amazon, on va la voir bientôt, qui va partager, elle, sa fortune entre œuvres de charité. La voici donc, Mackenzie Bezos. Eden Hazard, 2 buts, 1 assist en finale d'Europa League et bientôt au Real. Et enfin, Johnny Hallyday, judiciairement confirmé comme étant français plutôt qu'américain, belge ou suisse, on ne sait jamais avec lui. Natacha Régnier, Mackenzie Bezos, Eden Hazard ou Johnny Hallyday, que choisissez-vous parmi ces 4 amis des animaux? Quelle magnifique sélection, je vous remercie. Vous auriez préféré un panda de Paradise? Ou un dauphin ou un chat le kangourou qui a été recueilli. Voilà, ou le héron de Jette aussi. Bon, alors, choisissez entre... je sais pas, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, oui, ça vous touche particulièrement, Johnny Hallyday. En tout cas, le reste ne vous dit rien. Alors, je vais vous proposer 5 infos aussi dont on a parlé cette semaine. Et là, à mon avis, ça, je crois... Victoria Ostrade, vous trouverez un peu plus votre compte là-dedans. D'abord KFC qui va débarquer à la gare du Nord, donc Kentucky Fried Chicken, ou alors pas de vague anti-Europe le 26 mai aux élections européennes, 1 million d'espèces qui vont disparaître, ou les nouveaux billets de 100 et 200 euros, ou encore Google Assistant qui se lance en Belgique. Alors, que choisissez-vous, Victoria Ostrade, parmi ces 5 1 million d'espèces qui vont disparaître. Oui, forcément. Vous êtes très inquiète. Bah oui, parce que on est une espèce parmi les autres et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et là, on est en train de vivre la 6e extinction de masse.
Et bon, par exemple, le KFC qui va s'installer, c'est aussi une preuve qu'on fonce dans le mur, quoi. Enfin, on continue toujours dans le même système, dans le même modèle, et on continue la surconsommation, la surexploitation de toutes les ressources, de tous les animaux. Et je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Sophie Roni, est-ce que vous pouvez me rappeler? Alors, il y a donc le KFC qui débarque à la gare du Nord, pas de vague anti-Europe le 26 mai, 1 million d'espèces qui vont disparaître, les nouveaux billets de 100 € et 200 € qui ont été présentés cette semaine, ou Google Assistant qui se lance en Belgique. Les élections européennes. Oui. Parce que je suis profondément européenne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le Parti des filles, parce qu'on n'a certes pas de députés européens, mais c'est quelque chose qui a toujours été dans notre ADN, c'est quelque chose qui a toujours été dans mon histoire aussi. Je suis d'origine hongroise. Et justement, j'avais très peur, notamment des résultats en Hongrie, comme d'autres pays d'Europe de l'Est, où l'on sait que les partis eurosceptiques sont assez présents. Et finalement, voilà, la vague eurosceptique n'est pas comme on l'avait imaginé, mais elle reste trop importante malgré tout. Et je pense que c'est vraiment important de rester vigilant. Il n'y a pas eu de catastrophe, en tout cas, de cette matière. Alors, on va parler tout à fait d'un autre sujet, mais je trouve que pendant la semaine, c'était un petit rayon de soleil. Enfin, il faut voir encore. C'est le changement de code de la route depuis ce samedi. Et il s'agissait de l'adapter aux nouveaux véhicules, la trottinette électrique, les monocycles électriques. Alors, reportage de Thomas Dufresne et Paul Kuhn. Segway, monoroues ou trottinettes, les nouveaux moyens de déplacement électrique sont de plus en plus nombreux à filer dans les rues de la capitale. Et pour ceux qui possèdent leur propre automoteur, comme on dit, il y a du changement. Dorénavant, à partir du 1er juin, pour conduire une trottinette électrique, vous devrez simplement souscrire à une assurance familiale, sachant que 90% de la population a déjà une assurance familiale, c'est un pas en avant. Cette assurance vise à couvrir les dommages causés par le conducteur de ces engins aux autres usagers de la route. Peu de gens le savent, mais aujourd'hui, cette couverture obligatoire dépendait un peu de chaque assureur. Pour certains d'entre eux, il fallait d'ailleurs la même couverture que pour une voiture, un véritable casse-tête. C'est totalement illogique. On ne va pas demander à un utilisateur de trottinette électrique de souscrire à une assurance en responsabilité civile qui coûte bien cher, alors que les dégâts en cas d'accident sont quand même nettement moindres que si une voiture a un accident ou si un camion a un accident. Un retour à la logique qui permet de faciliter la multimodalité. Par contre, le changement de législation ne concerne pas les trottinettes partagées comme celle-ci, parce que dans ce cas-ci, je suis justement assuré par l'assurance de mon loueur. Et oui, à Bruxelles, les entreprises de trottinettes partagées assurent déjà les utilisateurs pour les dommages causés aux autres. C'est dans leur cahier des charges. La nouvelle mesure concerne donc les engins des particuliers, changement prévu dès samedi. Alors, ne faites pas ce que notre journaliste a fait, c'est-à-dire rouler en trottinette à une main. C'est scandaleux. Ne faites pas non plus ce que Maxime Prévost a fait en sortant de chez le roi, puisqu'il roulait sur les trottoirs. Non, effectivement, c'est bien de pointer du doigt les problèmes d'assurance, parce qu'il a l'air de dire que c'est pas si cher que ça. Un accident de base, c'est plus ou moins 3 000 €. Dès qu'il y a une victime, c'est 17 000 €. Donc, si vous n'avez toujours pas pris l'assurance, c'est peut-être le moment d'y penser. Non, des changements, effectivement, bienvenus, même si peut-être les casques obligatoires avec amende à la clé serait peut-être une bonne idée pour tout le monde également. Il y a aussi plusieurs changements, notamment sur les carrefours. Désormais, on peut, il y aura certains carrefours dont la mise en place sera le signal rouge pour toutes les voies, donc ce qui va permettre aux cyclistes et aux piétons en fait de entre guillemets traverser en diagonale, mais en tout cas donner plus de sécurité. Des bonnes nouvelles en tout cas pour le code de la route. C'est-à-dire qu'on s'adapte petit à petit à ces nouveaux modes de transport. Plus qu'à espérer que la mobilité et les installations s'adaptent aussi. Oui, Sophie Roni, c'est plutôt positif quand vous voyez toutes ces trottinettes qui arrivent et ces monoroues, etc. C'est plutôt bien. Oui, je pense que c'est positif. Je pense que tous les systèmes de mobilité douce doivent être encouragés, tout ce qui peut constituer une alternative à la voiture aussi. Et d'ailleurs, dans notre programme, on était assez ambitieux par rapport à ça. On voulait notamment développer un pass mobilité qui pouvait couvrir notamment les systèmes de mobilité douce ou partagée, dont les trottinettes, un chèque mobilité. Voilà, on avait vraiment toute une série, bien sûr, oui. Mais en ce qui concerne notamment la trottinette qui a fait quand même son boom il y a quelques mois, je pense que c'est vraiment important de l'encourager, mais justement pas à n'importe quel prix, et de pouvoir prévoir des règles et des aménagements pour les permettre de coexister correctement avec les autres usagers. Très souvent, les piétons me disent, mais le nombre de fois où j'ai été bousculée parce qu'ils roulaient effectivement sur le trottoir, ou alors des usagers de trottinettes que j'ai
j'ai vu qui ont manqué de se faire très très mal parce qu'ils glissaient sur des rails de tram et d'entrer en collision avec une voiture. Donc ça reste très dangereux encore à Bruxelles. Et donc la région bruxelloise a l'ambition de prendre un arrêté, je pense. En tout cas, c'était la volonté avant les élections. Je pense que ça le sera après les élections aussi. Et de prendre justement en exemple ce qui se fait à l'étranger, notamment en France. Il y a des réglementations très strictes qui ont été prises, notamment en termes de casque, en termes d'interdiction des écouteurs, en termes pour prévoir aussi qu'il y ait un avertisseur sonore, puisque c'est aussi dangereux parce que on ne l'entend pas. À Tel Aviv aussi, ils ont pris plusieurs mesures puisque ça fait un boom également dans cette ville et qui peuvent être très rapides aussi. Et donc je pense qu'il faut pouvoir voir ce qui se fait à l'étranger et de le prendre en exemple. Vous roulez en trottinette Non. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un avis chez Dire Animal là-dessus? Je trouve que évidemment il faut promouvoir les systèmes de mobilité douce, mais bon, il faut aussi l'encadrer parce qu'à l'heure actuelle, je connais par exemple quelqu'un qui est aveugle et qui a peur maintenant de marcher sur le trottoir parce que les gens s'en débarrassent n'importe comment, ça tombe par terre. Comment on fait pour passer avec une poussette? Il y a des problèmes de civilité en fait. Oui, mais il faudrait un endroit où, je ne sais pas, où on le remet, quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi un problème écologique parce que je pense que ces trottinettes sont assez vite à la casse. Donc il faudrait voir à ce niveau-là aussi comment ça se passe. Rechargé par compresseur. Karim d'un mot, et Dire Animal souhaite la fin des véhicules à moteur thermique pour 2025. C'est notre programme. Ouais. C'est-à-dire qu'on va tous rouler à l'électrique ou à hydrogène. L'hydrogène, dans 6 ans, donc ça va plus loin que la zone à basse émission. Oui. Vous étiez dans le gouvernement bruxellois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes. Donc les trottinettes, maintenant il y a les vélos jump d'Uber. Et j'ai l'impression qu'en fait, on ne réfléchit pas aux conséquences sur la circulation avant de les autoriser, de les tolérer. En général, ils ne sont pas... Uber a dû demander. Mais je suis désolé, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a moyen d'encadrer toutes ces nouveautés avant qu'elles soient vraiment sur le marché? Sophie Rony. Oui, probablement. Alors, je ne connais pas les conditions de mise en place concernant Jump et les trottis, par exemple. Sans doute qu'on s'est laissé dépasser par les événements. Voilà, je vous dis, je ne sais pas dans quelles conditions il y a eu un accord ou pas entre ces sociétés privées et la région bruxelloise, mais il est certain que les conditions actuelles ne permettent pas une correcte mobilité entre les différents types d'usagers. Victoria Ostrat, là-dessus? Oui, je pense que quand on prend une mesure, il faut réfléchir aux conséquences, quoi. Et donc là, en l'occurrence, je pense que ça n'a pas du tout été assez encadré. Ouais. Eh bien, je vous propose de passer à nos coups de cœur. Et on commence par les coups de cœur de Shuna. Shuna Lumponda, vous allez nous parler d'une expo dont on a déjà beaucoup parlé, mais je trouve que ça vaut encore la peine d'en parler. Allez-y. Tout à fait. En tout cas, que j'ai découverte, c'est une très belle expo Intimate Audrey qui a lieu actuellement à l'espace Vandenborg. Alors, c'est une expo unique. Elle a été conçue par son fils Sean Hepburn Ferrer. Une très belle expo. On découvre Audrey Hepburn, sa vie en dehors du cinéma, j'irais sa vie avec le cinéma et à sa carrière. Une expo qui se laisse découvrir comme un album de famille dont on tourne les pages. On découvre Audrey Hepburn jeune, on comprend par sa vie familiale ce qui a donné lieu à son engagement humanitaire. Un engagement humanitaire qui, dans le fond, a duré 5 ans, mais qui était un des actes marquants de sa vie. Et on comprend ainsi la dimension de l'actrice, on comprend ainsi la dimension de la danseuse déçue, toute son histoire et la dimension de cette dame formidable qui a tellement donné d'elle-même et que je recommande d'avoir actuellement. Qui est née surtout, important. Et qui a vécu aussi. Bah oui, c'est important parce qu'on, enfin voilà, on a Van Damme, mais on a aussi. Oui. C'est pas le même style, c'est vrai. Karim Fadou, vous voulez nous ramener à la politique? Oui, parce que la politique belge, c'est compliqué. Les institutions belges, c'est très compliqué. Et donc, si vous voulez potasser ce week-end, comprendre un peu mieux ce qui s'est passé le 26 mai dernier au niveau fédéral, régional, etc., eh bien, il y a Histoire politique de la Belgique de 1830 à nos jours. Delsuit, Alain Meynen et Dirk Leuten. Alors, en général, on donne ça à des étudiants, mais bon, voilà, ça s'achète, ça se trouve facilement. C'est un peu ardu. C'est un peu ardu, un peu technique, mais ça peut être plaisant si on aime la politique.
Et après, vous envoyez un petit mot à Karim Fadoul pour dire comment vous avez trouvé ce livre. Pas de souci. Accessible sur Twitter, Instagram, Facebook. Alors, Aurore Pénois, un livre, c'est toujours de la politique? On pourrait dire que c'est de la politique. C'est beaucoup de philosophie, en fait, sur les ruptures que chacun d'entre nous traverse, que ce soit des ruptures amoureuses, des ruptures idéologiques, des ruptures sociales, professionnelles. En fait, c'est surtout une réflexion sur la manière dont on se construit avec et puis sans, avec quelque chose, avec une idée, avec autre. Voilà, ça a sorti il y a 3 semaines, je pense. C'est assez intéressant, ça permet de faire réfléchir et peut-être de considérer les choses un peu différemment. Et il y a beaucoup d'espoir dedans. Alors, Rupture avec S de Claire Marin. Alors, un autre livre pour Marcel Sel. Oui, je fais écho à Karim Fadoul, qui m'a d'ailleurs aidé à avoir l'idée. C'est beaucoup. Donc, c'est les institutions de la Belgique de Mark Uitendaal. Et je suis assez content de présenter un livre de Mark Uitendaal où il est obligé d'être neutre. Oui, il a récemment demandé que les élections soient rejouées. Est-ce que c'est un constitutionnaliste? J'ai lu certains qui mettaient en cause le fait qu'il pouvait donner un avis. Pendant tout un temps, il était constitutionnaliste. C'est un constitutionnaliste. Il donne toujours cours de droit constitutionnel, bien sûr. Très bien. Alors moi, je voulais vous parler du dernier pharaon. On en a dit un mot à l'occasion du dessin de Vado. Donc c'est une histoire de Blake et Mortimer, dessinée par Schouten, scénarisée par Jaco van Dormael et Thomas Gunzik, et mise en couleur par Durieux. Alors c'est un one-shot qui est en fait la prolongation de l'album hyper connu de Blake et Mortimer, Le mystère de la Grande Pyramide, et tout tourne autour de Bruxelles et surtout du palais de justice. Alors, je ne vais pas vous spoiler tout ce qui se passe dans ce livre, mais en tout cas, le scénario est ingénieux et le dessin est à la hauteur, même si ce n'est pas de la ligne claire. Alors, c'est un événement qui n'est pas que du marketing, c'est aussi un très, très grand album. Alors, je vais me tourner maintenant vers nos invités, savoir si elles ont aussi quelque chose à nous conseiller, une lecture d'après-élection pour se reposer, Sophie Rony ou une exposition. Mais c'est vrai que j'étais assez intéressée d'aller voir l'exposition sur Audrey Hepburn, qui est nixelloise, et donc je pense que c'est important de le rappeler, d'être un peu fière de tout ça. Mais sinon, je pense que c'est dans quelques semaines, il y a chaque année au cinquantenaire un festival qui s'appelle Ungastry et qui met justement à l'honneur la culture hongroise, la gastronomie, etc. Et donc j'ai pour habitude de m'y rendre chaque année. Voilà, notamment, il n'y a pas que ça. Et donc je vous invite à y assister, notamment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le goulash? Du leccio, du locote compli, il y a plein de plats très intéressants et très goûteux. On ira.